Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2024 en Provence. R2M vous emmène aujourd'hui au Beau de Provence. Les Beaux, cette ville et ce château littéralement posé sur le rocher. Dans ce reportage, nous découvrirons les carrières en lumière, son village, ses monuments et son château. Les Beaux de Provence, dont on dit qu'ils ont été sculptés par l'homme et le Mistral, est un sujet R2M. Audiovisuellement vôtre. Nous partons donc à environ 60 km au sud-est d'Aubignan pour les Alpilles et les Beaux de Provence. Le nom Beau est issu du provençal Beau, prononcé Baou, qui signifie lieu escarpé. Et déjà, cette vue sur le village nous donne un aperçu du caractère, avec son château très médiéval, et sa cité que l'on croirait posée sur le rocher, et puis bien sûr ses carrières. Au XIXe siècle, l'activité des carrières de calcaire se développe sur les Beaux. L'exploitation des carrières est destinée à la construction de nouveaux centres urbains. Les immenses carrières, souvent souterraines, sont mondialement connues pour avoir servi de cadre à Jean Cocteau pour Le Testament d'Orphée. Et en 1978, le site est converti en un lieu de spectacle pour des sons et lumières. À l'intérieur, des images sont projetées sur les immenses parois, les piliers et les sols. Cette année, Carrières de lumière, nous transporte en musique dans le monde de l'Égypte antique. Passons cet immense portique naturel que forment ces rochers. La cité des Beaux de Provence, naturellement perchée et retranchée, offre la possibilité aux populations d'observer les environs et de se protéger. Entrons dans la ville en empruntant le chemin empierré de la Calade en passant par la porte Aiguière, également appelée porte de l'eau. Et jusqu'en 1866, elle était même le seul accès au village. Et nous voici au plus bel hôtel particulier Renaissance du village, à l'hôtel Manville. Il est construit en 1571 par une riche famille protestante, les Manville. La façade y est irrégulière car elle suit le tracé de la rue principale.
Et comme la cour intérieure, elle est percée de grandes fenêtres à meneaux. Face à l'hôtel de Manville se trouve une importante demeure datée de 1571, dite le logis Brisson père. Il n'en reste aujourd'hui que les vestiges d'une fenêtre à croisée de meneaux qui porte l'inscription calviniste « Post Tenebras Lux », voulant dire « Après les ténèbres, la lumière ». Cette affirmation de la foi protestante peut laisser supposer l'existence d'un oratoire de culte réformé au XVIe siècle. Continuons de traverser les Baux en empruntant ces ruelles si typiques. Au cœur du village et à flanc de falaise, nous voici sur la place Saint-Vincent et son église catholique Saint-Vincent aux Baux. Cet édifice du XIIe siècle est typique des constructions bossanques, avec sa partie méridionale à moitié troglodytique. Son portail d'entrée est de style roman, et à l'intérieur, dans la chapelle creusée, se trouve la charrette où est placé l'agneau nouveau-né. Et ce gisant est le cénotaphe de Manville, cette grande famille de Baux dont nous avons vu l'hôtel particulier tout à l'heure. En face de l'église, sur la place Saint-Vincent, entrons dans la chapelle des pénitents blancs. L'intérieur, autrefois voûté en croisée d'ogive, est décoré d'une fresque d'Yves Breillet qui date de 1974. Elle représente le Noël des bergers dans la tradition provençale. Poursuivons notre visite direction le château, passons devant la chapelle Saint-Blaise avant d'arriver dans le jardin de Quincampoix. Ce jardin s'inspire des codes des jardins médiévaux, chargé de symboles et cloisonné en différents espaces dont chacun reflète un thème. Nous y trouvons des plantes et arbustes typiques de la garrigue provençale, tels que du thym, du romarin et des fruits du verger. Et voilà, nous sommes arrivés au bout du rocher des Baux. Ces machines de siège nous rappellent l'époque médiévale dans laquelle nous allons entrer. C'est ici, dans les basses-cours, que vivaient les habitants au service du seigneur. Les artisans et paysans y vivaient et y travaillaient. C'était un véritable village creusé dans la roche et à l'abri des murs du château. Par ce passage, aussi étroit que venteux, montons à la tour Sarrazine. Fermant le château, côté sud et au sommet d'un rocher, elle monte la garde et joue un rôle majeur dans la défense du château. Et au passage, elle nous offre une vue surplombant la ville. Entrons dans l'espace du château et devinons ce qu'était cette impressionnante forteresse. Il est à la fois troglodytique, c'est-à-dire taillé dans la roche, mais présente également des fermetures et façades en pierre de taille. En 1426, à la mort d'Alexis, dernière princesse des Baux, le château est rattaché au comté de Provence. S'ensuit alors une période troublée entre tentatives d'indépendance, rébellion et rattachement au royaume de France. Au XVIIe siècle, le château est à nouveau au centre de troubles. Le roi Louis XIII décide d'y mettre bon ordre et envoie son puissant ministre Richelieu pour régler la question.
Assiégée, la ville finit par tomber. Les remparts sont abattus, les Baux perdent leur caractère militaire, se désertent et entrent dans un lent déclin. Le dernier point de visite est le pigeonnier, avec ses niches directement taillées dans la paroi rocheuse. Au Moyen-Âge, les pigeons étaient très appréciés pour leur chair, mais également comme messagers. Et voilà, c'est sur cette belle vue de la forteresse et du village que s'achève notre visite des Baux de Provence.